Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de présentation du manuel Eureka. Alors, donc merci beaucoup d'être présent et, donc je voulais juste aussi prendre le temps de présenter peut-être quand même cette collection qui a vu le jour l'année dernière avec donc le manuel de CM1. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé le manuel de CM1 l'année dernière. Donc voilà, une nouvelle collection de mathématiques pour le cycle 3 qui a débuté donc l'année dernière avec ce nouveau manuel de CM1 et qui donc s'enrichit cette année, d'où notre présentation, avec le nouveau manuel de mathématiques CM2. Et donc, je vais pouvoir laisser Christian qui va nous faire la présentation, accompagné d'Alessandra et de Bertrand. Donc, Christian, je vous laisse vous présenter peut-être et nous dire un petit peu plus le rôle que vous avez eu dans la conception de ce manuel. Bien, bonjour Violaine, bonjour à tous les professeurs qui ont bien voulu nous rejoindre malgré la période un peu difficile qu'ils traversent égard aux difficultés concrètes qu'ils doivent affronter et surmonter. Alors, je suis Christian Loirer. Actuellement, je travaille pour un cabinet qui prépare les enseignants au concours de l'encadrement. J'effectue également quelques missions pour un organisme qui travaille dans les domaines de la formation et de l'évaluation dans les pays en voie de développement, mais j'avais été contacté par la responsable des éditions Belin à l'époque où j'étais, il y a 2 ans, à l'époque où je dirigeais à l'inspection générale le groupe de l'enseignement primaire. Et donc, mon rôle, suite aux échanges que j'ai pu avoir avec cette responsable, a consisté à constituer une équipe d'auteurs. J'ai été chargé donc de diriger la collection et en tout premier lieu, j'ai sollicité Alessandra Sobrero, qui a bien voulu non seulement travailler sur la collection, mais également devenir à mes côtés co-directrice de cette collection. Vous voyez la liste des auteurs apparaître. Alors, j'ai choisi, en fait, je leur demandais de bien vouloir participer au titre de 2 critères. Je souhaitais pouvoir disposer du concours de praticien du premier degré. Je souhaitais aussi avoir le concours de spécialiste des mathématiques pour avoir l'assurance que sur le plan des contenus, ce que nous proposions était scientifiquement validé. Et cette équipe d'auteurs a également l'avantage d'exercer des fonctions dans tous les types de territoires éducatifs que nous connaissons, l'enseignement dans les zones d'éducation prioritaire, les zones rurales profondes sont également représentées, ainsi que les écoles de centre-ville où les élèves sont souvent d'un niveau un peu meilleur. Et merci à Alessandra et à Bertrand de nous avoir rejoints pour m'épauler dans cette présentation. Et je vais les laisser se présenter à leur tour tous les deux. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alessandra Sobrero, donc je suis inspectrice à l'éducation nationale dans le sud de la France. Donc, je suis actuellement à Nice. Je m'occupe au niveau départemental de la mission mathématiques et j'étais précédemment dans des vies antérieures, enseignante, un collège également. Voilà. Très bien, merci beaucoup Alessandra. Bertrand, je vous laisse vous présenter du coup. Bien, bonjour à tous les participants. Je m'appelle Bertrand Rivière. Je suis professeur de mathématiques actuellement en collège. Donc, j'ai eu une assez grande carrière puisque j'ai commencé en lycée et puis dans le supérieur. J'ai même enseigné à l'ENA. Je suis normalien, professeur agrégé de mathématiques. Et après un passage au ministère de l'Éducation nationale, pour mettre en place les directions des ressources humaines, j'ai choisi d'aller enseigner dans un collège, à l'époque on appelait ça collège sensible, et qui maintenant est un collège REP+, où je suis confronté aux difficultés pédagogiques énormes qu'ont la plupart des élèves dans ce type d'établissement.
D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être présents ce matin pour venir nous présenter ce nouveau manuel de mathématiques CM2. Peut-être commencer. Peut-être Christian, si vous vouliez encore rajouter quelque chose, nous dire un peu votre profession actuelle. Par rapport à mes activités actuelles, pas forcément. Peut-être pourrais-je, en revanche, très rapidement, donner les raisons qui nous ont conduits, nous les auteurs, à travailler avec la maison d'édition Belin pour proposer une nouvelle collection dans un panorama où pourtant les manuels de qualité ne manquent pas. Oui, en effet. Alors, je ne veux pas refaire tout l'historique, mais j'ai rencontré, donc je le disais lors de ma présentation, la responsable du secteur primaire chez Belin, et pour évoquer la question des manuels scolaires en général. Et nous avons très vite pris conscience que nous étions tous les deux confrontés à une sorte de choc, que d'ailleurs certains ont appelé le choc Teams, où nous avons partagé en fait les mêmes inquiétudes, les mêmes interrogations face aux résultats assez catastrophiques obtenus par nos élèves de CM1 en mathématiques, puisque ces évaluations qui concernent les élèves de CM1, donc dans le panorama européen, nous ont situés tout simplement en dernière position, ce qui est tout à fait anormal dans un pays où les grands mathématiciens ne manquent pas. Et donc, suite à nos échanges, nous avons émis l'hypothèse que, c'était par rapport évidemment à des problématiques qui pouvaient se situer à l'interface entre l'institution et le secteur de l'édition. Et nous avons émis l'hypothèse que au moins deux facteurs pouvaient expliquer ces résultats, deux facteurs que le secteur de l'édition pouvait prendre en considération pour éventuellement proposer une nouvelle collection. Alors, le premier facteur, c'est probablement un problème dans certaines progressions proposées par des éditions concurrentes. Je vais prendre un exemple. Dans les évaluations en question qui avaient lieu au CM1, nous avons constaté que, alors que évidemment un certain nombre d'exercices portaient sur les nombres décimaux, qui est sans doute la notion essentielle dans cette classe de CM1, eh bien nous avons constaté que certains manuels n'abordaient les nombres décimaux qu'au mois de mai, ce qui fait qu'évidemment, lors des évaluations, les élèves n'avaient aucun recul. Alors nous comprenons cette approche qui prend appui sur le fait que pour aborder une notion difficile, il vaut peut-être mieux attendre que les élèves soient déjà un peu avancés dans leurs apprentissages et soient plus mûrs scolairement. Nous avons, nous, considéré qu'il fallait au contraire aborder les notions les plus délicates assez vite en début d'année, de telle sorte qu'elles puissent ensuite être reprises par les professeurs avec leurs élèves et ainsi donner lieu à des apprentissages plus structurés et davantage installés. Et d'ailleurs, cette hypothèse qui était la nôtre a été validée ensuite par le ministère, qui, dans les nouveaux programmes réajustés en 2018, a retenu cette progression. Donc là, nous avons, c'est une vue très générale, ce n'est pas forcément très lisible, mais pour illustrer cette idée, vous pourrez donc constater que nous abordons les fractions dès la période 1 et presque tout de suite en début d'année, par rapport justement à cet objectif de pouvoir ensuite les reprendre sous la forme d'écriture fractionnaire ou sous la forme de décimaux, de façon à pouvoir donc reprendre ces notions régulièrement tout au long de l'année dans le cadre d'une sorte de démarche spiralaire donc, qui permet aux élèves d'être constamment mis en rapport avec ce sujet. Ça, c'était notre première hypothèse. Et nous en avons également formalisé une seconde. Nous avons constaté, en comparant les tests d'évaluation d'une part et les contenus de certains manuels d'autre part, nous avons constaté que, peut-être dans un souci louable d'ailleurs de faire réussir les élèves, nos enseignants en CM1 et CM2 n'étaient pas toujours confrontés à des situations suffisamment ambitieuses sur le plan mathématique. Alors notre but, évidemment, n'est pas de mettre les élèves en difficulté, mais nous ne pouvons pas non plus les leurrer en leur proposant uniquement des exercices faciles. Et nous avons absolument tenu, donc là je donne un second exemple pour illustrer cette idée d'ambition
dans les apprentissages. Donc systématiquement, proposer ce qui doit absolument être le cas dès le niveau CM1, de proposer des problèmes en 3 étapes. Alors quelquefois, ces étapes, nous les formalisons nous-mêmes dans certains problèmes pour aider les élèves, mais quelquefois, à travers un énoncé global, avec une question terminale, sans qu'il y ait donc de sous-questions qui matérialisent d'une certaine manière les étapes, nous confrontons, nous souhaitons, c'est un choix d'ambition, confronter les élèves à des situations un peu complexes, avec bien évidemment, mais j'y reviendrai tout à l'heure, des dispositifs d'aide. Très bien, oui, donc vraiment des raisons qui ont poussé le développement donc, de cette nouvelle collection, en restant donc, sur des questions pour présenter un peu en général cette collection et ensuite un peu plus particulièrement, bien sûr, le manuel de CM2. Est-ce que vous pourriez aussi nous présenter donc, le parti pris éditorial qui a été pris justement pour cette collection? Alors, le parti pris éditorial tient en 3 mots. Tout d'abord, 3 idées, on préfère. Nous avons absolument tenu à proposer aux élèves des activités porteuses de sens pour répondre à un constat fondé sur, c'est quelque chose de bien établi, que l'une des différences essentielles entre les bons élèves et ceux qui au contraire peinent à l'école, c'est que les meilleurs élèves possèdent les codes de l'école et ne se posent pas forcément la question du à quoi ça sert lorsqu'ils sont dans des situations d'apprentissage. Donc nous avons pensé à ceux qui ne maîtrisent pas forcément ces codes, qui n'ont pas forcément présent à l'esprit le sens, et donc nous abordons systématiquement l'ensemble des chapitres qui se rapportent à un nouveau domaine, comme vous avez à l'écran donc 2 exemples, connaître et utiliser les durées, les contenances et les volumes d'une part, et puis la proportionnalité d'autre part. Nous proposons aux élèves une situation de découverte où nous les confrontons en fait à des situations qui vont permettre d'expliquer l'utilité d'apprendre des choses nouvelles parce qu'elles correspondent tout simplement à des situations de la vie dans lesquelles les élèves vont pouvoir s'investir, comprendre et puis leur donner envie d'une certaine manière à s'engager dans les activités mathématiques. Et alors peut-être si vous pouvez revenir sur la première diapositive, voilà. Alors c'est pas très visible non plus, mais nous avons également tenu, toujours par rapport à l'idée de réussite des élèves, à adosser à cette présentation de situations concrètes quelques petits exercices assez simples. Nous appelons cela « je commence », donc en termes pédagogiques, on pourrait qualifier cela d'évaluation diagnostique, qui vont permettre, avant d'aborder les chapitres de CM2, aux professeurs, s'ils le souhaitent naturellement, c'est dans le cadre de leur liberté pédagogique, de proposer aux élèves des exercices qui permettent tout de suite, éventuellement, de constituer des points de vigilance. C'est-à-dire, si des élèves sont en difficulté par rapport à ces exercices-là, alors, il faut faire attention parce qu'ils risquent de commencer, d'entrer dans les chapitres de CM2 avec des difficultés qui n'auront pas été résolues. Voilà, donc ça c'est le premier point, des activités porteuses de sens destinées à placer les élèves dans les meilleures conditions possibles de réussite. Et puis, nous avons un second parti pris éditorial qui consiste à proposer une construction de mécanismes structurés. Alors, dans notre esprit, il est fondamental de considérer que mécanismes d'une part et réflexion à travers, par exemple, la résolution de problèmes d'autre part, ne sont pas des objectifs séparés. Il n'y a pas un domaine qui serait supérieur à l'autre. Pour pouvoir réaliser les activités mathématiques, le but, bien évidemment, pour les élèves, c'est de résoudre des problèmes, mais pour résoudre les problèmes de façon suffisamment fluide, ils doivent pouvoir mobiliser des mécanismes qu'ils ont construits. D'une certaine manière, une bonne maîtrise des mécanismes permet en quelque sorte de libérer une capacité de mémoire utile à ce moment-là pour entrer dans la démarche de réflexion. Et ce point peut être illustré à travers l'un des paragraphes de chaque leçon qui revient systématiquement, que nous avons appelé « Je retiens ».
Alors, vous noterez que nous utilisons le singulier. Dans d'autres manuels, on voit quelquefois « nous retenons », par exemple, pour marquer le fait qu'à un moment donné, dès lors que les enfants ont manipulé, ont confronté leur point de vue, ont expérimenté, dès lors qu'on approche la notion à étudier, eh bien, il est absolument nécessaire que chaque élève puisse retenir ce qui ensuite sera utile donc dans le réinvestissement. Et nous avons donc à chaque fois ce chapitre qui se découpe en 3 points. Le premier qui tient en 1, 2 ou 3 phrases, qui permet encore de resituer l'apprentissage dans la vie quotidienne. Là, on retrouve l'idée de sens. Ensuite, à chaque fois, une méthode, vous pouvez revenir faire un zoom sur le « je retiens ». Voilà, une méthode résumée en 1, 2 ou 3 phrases que l'élève doit retenir. Et cette méthode, pour qu'elle soit mieux illustrée, peut-être plus compréhensible, est illustrée de quelques exemples. Donc, voilà la manière dont nous concevons la construction de mécanismes. Et bien évidemment, le troisième axe saillant dans notre ligne éditoriale, c'est apprendre à résoudre les problèmes. Alors, vous allez me dire, c'est relativement classique, la résolution de problèmes, c'est vraiment la base de l'activité mathématique, mais dans ce titre, ce qui pour nous est particulièrement essentiel, c'est le verbe apprendre. Autrement dit, nous ne considérons pas que pour les élèves moyens, il y aurait les manipulations et les exercices et que les problèmes seraient plutôt destinés aux bons élèves. Alors c'est vrai que résoudre un problème, c'est probablement plus difficile que de traiter un petit exercice, mais nous considérons que résoudre des problèmes, c'est une activité pédagogique et didactique qui s'apprend. Et nous avons fondé cet apprentissage autour de 4 activités que nous avons empruntées. Je dis bien emprunté parce que nous n'avons pas la prétention d'appliquer complètement la méthode, mais nous nous sommes fondés sur la méthode dite de Singapour et sur les recommandations du rapport de M. Villani, avec donc à chaque fois un problème qui est abordé un peu sous forme dirigée, puisque nous explicitons et formalisons les étapes nécessaires pour résoudre les problèmes. Et ces étapes, donc, nous les adossons à quatre temps, manipuler, verbaliser, schématiser et formaliser. Pour nous, la phase essentielle étant justement la schématisation. C'est souvent ce qui fait défaut dans les manuels, c'est-à-dire une étape indispensable qui permet aux élèves de faire le passage entre l'activité concrète qu'ils conduisent et l'activité mathématisée qui va être nécessaire lorsqu'ils rédigent la solution. Alors, le premier problème, à chaque fois, donc, est détaillé. Et une fois que l'élève maîtrise la méthode, et bien à ce moment-là, il lui est proposé de la réinvestir dans 2 autres problèmes où il doit à ce moment-là essayer de se débrouiller tout seul pour réinvestir donc, la méthode découverte précédemment. Voilà, quels sont les trois grands partis pris éditoriaux pour cette nouvelle collection Eureka. Merci. Un autre choix éditorial a été, je pense, le titre de cette collection, donc Eureka, qui, je crois, aussi se rattache à des pages. Et donc, ça m'amène à ma question sur pourquoi ce titre, cette appellation de la collection Eureka, et quel est l'objectif des pages Eureka? Alors effectivement, Eureka correspond à la fois au titre de la collection et à des pages que nous qualifions de cette appellation. Alors Eureka, bon, évidemment, c'est un petit clin d'œil, mais bon, derrière ce titre, en fait, ce titre plutôt traduit bien l'idée, en fait, que nous voulons proposer aux élèves des situations de recherche, mais des situations de recherche fécondes. Autrement dit, il n'est pas question dans notre esprit de laisser les élèves chercher à vide pendant un temps indéterminé qui ne débouche sur rien du tout. Il s'agit de leur proposer des situations de recherche, mais des recherches qui débouchent sur des connaissances et sur des compétences.
Et nous avons, à la fin de chaque série de chapitres portant sur un même thème, nous proposons donc des pages, alors que nous avions, donc vous avez un exemple là à l'écran, ces pages nous les avons dans un premier temps entre nous appelées les mathématiques dans la vie. Et on retrouve encore cette idée de sens, c'est-à-dire en fait d'articuler les mathématiques avec des situations concrètes du quotidien. Et finalement, nous les avons appelées Eureka. Alors elles répondent à 3 objectifs. Donner l'occasion aux enfants de pratiquer des activités différentes, de faire des mathématiques autrement, hein, avec des modalités de travail où ils peuvent travailler plus facilement en groupe, en équipe, où des défis leur sont lancés, où on établit le lien également avec d'autres disciplines. Donc, c'est un réinvestissement des compétences construites, hein, mais dans un cadre nouveau, différent. C'est une occasion également de confronter les élèves à des situations liées aux 6 compétences inhérentes à l'enseignement des mathématiques. Vous savez probablement que du cours préparatoire à la classe terminale, les programmes de mathématiques sont fondés sur les 6 mêmes compétences. Alors, si certaines d'entre elles, je pense en particulier à chercher, à calculer, à résoudre des problèmes, les enfants de l'école primaire y sont confrontés. En revanche, il y a d'autres compétences comme la modélisation, la représentation et la communication que dans les séances de mathématiques proprement dites, dans le sens classique du terme, les élèves n'ont pas l'occasion de fréquenter. Eh bien, nous avons voulu, dans ces pages Eureka, leur donner l'occasion également de travailler ces compétences un peu plus inhabituelles, on va dire, mais néanmoins importantes. Et puis nous avons des situations qui quelquefois sont volontairement un peu difficiles, mais nous avons également en tête l'idée que ce sont des élèves de CM1, que les professeurs ont le souci de les préparer à la classe de 6e, et donc, encore une fois, dans le cadre de leur liberté pédagogique, les professeurs, à certains moments, peut-être plus à la fin de l'année scolaire, pourront insister davantage donc, sur ces exercices et ces situations un peu plus ambitieuses. Merci beaucoup, Christian. On sait que le développement d'une nouvelle collection et à chaque fois aussi d'un manuel, c'est aussi dans le but de venir accompagner les enseignants. Et donc, en quoi, en fait, ce manuel, qu'est-ce que ce manuel va apporter donc, aux enseignants, ou en tout cas cherche à apporter aux enseignants? Alors, à travers la liste des auteurs que vous avez présentée au début de cette séance, vous avez pu constater que les auteurs sont des praticiens. Alors, il y a certes 2 inspecteurs, et cette composition d'équipe traduit bien notre volonté, notre souci de traduire les instructions officielles pour les rendre le plus facilement accessibles aux enseignants. C'est-à-dire que par rapport aux professeurs, nous avons constamment souhaité articuler les programmes qui sont imposés, ce sont les programmes de la nation, mais par rapport aux attentes et aux besoins qu'ils expriment. Alors, je ne vais pas détailler cette idée parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps, mais je vais l'illustrer à travers un exemple qui est celui du calcul mental. Et nous avons la prétention, oui peut-être, de qualifier notre approche du calcul mental de conception rénovée, dans la mesure où nous la fondons sur 2 propositions. La première, c'est une programmation annuelle. C'est-à-dire que chaque professeur qui utilisera notre manuel se verra proposer une progression dans les activités de calcul mental. Alors, c'est évidemment de notre part une proposition, là encore, par rapport à sa liberté pédagogique, à ses élèves, aux conditions d'exercice. C'est l'enseignant qui, bien évidemment, peut parfaitement aborder cette progression dans un ordre différent, c'est-à-dire on n'est pas dans quelque chose de cumulatif. Il ne faut pas avoir systématiquement abordé la séance 28 avant de passer à la séance 29, si vous voulez. Donc il y a une grande liberté, mais nous proposons quelque chose de structuré en termes de programmation. Et puis le deuxième objectif, c'est de proposer de sortir
calcul traditionnel, le procédé de la martinière lorsqu'on fait du calcul mental avec les enfants. Nous proposons 4 types d'exercices. Alors, le calcul flash, là, il s'agit donc de la restitution, en fait, de la vérification de la capacité des élèves à restituer les faits numériques qu'ils doivent maîtriser. L'autre situation, nous l'avons appelé calcul malin dans la mesure où l'exercice fait appel à quelques astuces que les élèves peuvent mobiliser. Troisième type d'activité, le calcul stratégique, où là nous insérons une autre composante, c'est-à-dire que nous allons amener les élèves à travers plusieurs procédures qu'ils peuvent pouvoir utiliser pour réussir. Nous voulons les entraîner systématiquement à choisir la plus pertinente. C'est la plus pertinente, ça peut être la plus rapide, ça peut être la plus efficace. Donc choisir une procédure, donc c'est faire preuve de stratégie. Et puis ensuite, le calcul appliqué, pour nous, c'est important également, puisque le calcul mental ne doit pas être complètement dissocié des autres activités mathématiques. Et à travers le calcul appliqué, nous souhaitons donc que les élèves soient capables de réinvestir les procédures de calcul dans des problèmes, dans des situations problèmes qui fassent sens véritablement. Merci. Alors, bien sûr, pour enchaîner sur cette présentation donc, de ce que vous souhaitiez apporter aux enseignants, qu'en est-il donc des élèves? Les enseignants, évidemment, constituaient une priorité, partir de leurs attentes, mais le but final pour des auteurs de manuels, c'est quand même de permettre aux élèves de réussir. Et donc, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure à travers les axes de notre projet éditorial, le sens, la construction de mécanismes structurés, la réflexion autour de la résolution de problèmes. Mais ce que nous avons voulu ajouter à des orientations qui ne sont pas spécifiques à notre collection, pour certaines, mais par rapport aux élèves, je vais prendre l'exemple pour illustrer donc, ce qui constitue peut-être l'ADN de la collection. Lorsque l'on s'intéresse à la question des élèves, c'est une nouvelle manière de concevoir l'évaluation. Alors cette évaluation, nous l'avons voulu à la fois positive et différenciée. Elle est positive dans la mesure où le but n'est pas de mettre les élèves en difficulté ou de les mettre dans des situations de stress face aux évaluations. Chaque période d'évaluation est précédée par un bilan. Donc, les élèves sont préparés. Là, c'est la page de gauche donc, de cette double page sur l'évaluation. Non seulement les élèves sont préparés, mais ensuite, en cas de difficulté sur l'évaluation, vous constaterez sur la page de droite que nous renvoyons à des révisions possibles de certains chapitres. Donc l'idée est toujours s'assurer que les élèves ont compris et s'ils n'ont pas compris, leur proposer des remédiations. Ça, c'est pour le côté positif de l'évaluation. Et l'aspect, la seconde composante, qui est celle de la différenciation, prend appui sur la notion de parcours, c'est-à-dire que lorsque les professeurs amènent les élèves à préparer les bilans, nous proposons 3 parcours différenciés. Et nous sommes employés à faire en sorte que chaque niveau de parcours ne soit pas prédéterminé par rapport à un niveau scolaire de l'élève. Autrement dit, le parcours 1 n'est pas destiné uniquement aux élèves faibles et le parcours 3 aux bons élèves. Chaque exercice pratiquement de chaque parcours correspond à un autre exercice de même type, un parcours 2 ou le parcours 3, et l'idée étant finalement de pouvoir confronter chaque élève à des situations empruntées aux 3 niveaux de parcours, sachant bien évidemment que pour commencer, avec des élèves en difficulté, on ne va pas tout de suite les confronter aux situations les plus compliquées, d'où cette structuration en 3 niveaux, mais qui doit plus être perçue pour le professeur comme une proposition que nous faisons que comme quelque chose de trop systématique, si vous voulez. Et cette différenciation, nous la retrouvons dans l'évaluation elle-même,
avec des situations relativement simples et d'autres un petit peu plus compliquées. Nous avons même quelquefois des défis, parce que nous savons bien également que pour les professeurs, la gestion du temps est une véritable contrainte. Que faire des élèves qui ont terminé au bout d'une minute, alors que d'autres ont besoin de beaucoup plus de temps? Et bien à ce moment-là, nous proposons, dans un esprit de différenciation, quelques défis qui peuvent être proposés également aux élèves. Et sur ce plan de l'évaluation, nous n'avons pas oublié les professeurs. Nous les aidons à travers une explicitation des compétences que nous évaluons. Donc, nous espérons en tout cas les aider donc à bien formaliser la compétence évaluée et au besoin considérer que cela peut leur servir lorsqu'ils doivent passer de l'évaluation papier à l'évaluation de leurs outils d'évaluation, comme le livret scolaire unique en particulier. Il nous a paru également, je reviens sur les élèves, toujours au titre de l'évaluation positive, savoir combien il est important pour les élèves, surtout pour ceux qui ne sont pas les meilleurs d'entre eux, d'avoir une connaissance très claire de ce qui est attendu d'eux. Ce n'est pas un piège, on affiche très clairement ce que l'on cherche à évaluer dans ces exercices d'évaluation. Très bien, merci. Alors, tant qu'on est du côté des élèves, on a eu une question sur s'il y avait en fait dans ces manuels et dans cette collection des activités de manipulation prévues à travailler en atelier pour des enfants qui auraient besoin de plus de temps. Alors, on va laisser peut-être Alessandra répondre. Alors, très bien. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière dans les diapositives, mais effectivement, l'une de nos idées, vraiment, c'était, donc si on peut remontrer la double page qui introduit une nouvelle notion, avant la partie voilà, donc un peu en arrière, nous avons prévu pour chaque leçon une partie, voilà, avant le je retiens, chaque leçon est introduite par des exercices de manipulation, qui ne sont pas ceux-là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, dans chaque leçon, nous avons, voilà, c'est le je cherche. Alors ici, on a un jeu d'étiquettes. Dans l'idée du je cherche, on a vraiment, donc pour chaque leçon, le je cherche introduit à la fois la notion de manipulation et de donner du sens à la leçon. Donc, on a eu vraiment la double idée d'essayer de trouver à la fois à chaque fois des objets que l'enseignant pourra trouver facilement, soit dans la classe, soit en préparant la leçon, les amener, voire parfois des activités qui peuvent être reproduites à la maison. Et ensuite, à partir de cet exercice, on va dire presque expérimental finalement, arriver un peu au sens de la notion. Donc, on n'est pas ici, voilà, on peut en rester là, on n'est pas ici forcément sur une évaluation diagnostique qui précède en fait, qui introduit tout le chapitre. On est vraiment sur la notion spécifique de la leçon et sur comment l'introduire. Alors, je reviens juste pour terminer sur la question, parce que la question est plus spécifique que ça. Elle dit effectivement pour les enfants qui ont besoin de plus de temps. Nos leçons sont assez, donc la double page de chaque leçon est assez ambitieuse. Bien entendu, on ne pense pas qu'en classe, on puisse faire cela en 1 heure de temps, voire 50 minutes, voire 45 minutes. Donc l'idée, c'est vraiment que l'enseignant, selon les résultats de l'évaluation diagnostique, mais aussi en connaissance ses élèves, puisse choisir effectivement d'utiliser ce je cherche de manipulation, soit pour la classe tout entière, soit pour des groupes d'élèves, soit éventuellement l'utiliser un peu plus tard au cours de la leçon pour revenir avec des élèves qui auraient des difficultés sur l'introduction de la notion. Voilà, et ça peut aussi donner des idées pour les exercices qui suivent, pour les rendre effectivement davantage pour faire manipuler les élèves un peu sur le modèle du je cherche. Voilà. Merci beaucoup, Alessandra. Voilà, c'était comme la question était venue et qu'on parlait justement des élèves, je trouvais intéressant de la prendre directement. De toute façon, on va continuer sur une petite partie questions-réponses à la suite de la présentation. Peut-être juste quand même pour reprendre certains points qu'on a vus et conclure, Christian, si vous pouviez, selon vous, en fait, nous dire quels sont les points forts de cette collection.
Oh bien, les points forts qui apparaissent, hein, selon nous, donc dans la diapositive, hein, je ne vais pas trop reprendre. Les points forts, bien évidemment, hein, puisque ça c'est le point de départ, ce sont des activités porteuses de sens. Ensuite, les points forts, je pense que nous pouvons considérer qu'ils sont essentiellement axés sur les approches rénovées et complètement centrées, orientées sur la réussite des élèves. Hein. Ces points-là, apprendre à résoudre des problèmes, les plages Eureka, le calcul mental, l'évaluation des élèves. Je crois pouvoir dire que nous sommes les seuls à proposer dans le secteur de l'édition cette nouvelle approche dans l'enseignement des mathématiques, hein, tournée vers la réussite des élèves. Merci beaucoup. Peut-être aussi, voilà, pour conclure, un petit mot de nous dire en fait ce que l'éditeur vous a apporté pour la réalisation de l'ouvrage. Vous disiez, dans le secteur éditorial, on ne retrouve pas forcément toutes ces approches-là. Et donc, qu'est-ce que du coup les éditions Belin on peut vous apporter? Bien, je pense pouvoir dire que nous avons conduit ensemble, entre auteurs et éditeurs, avec toutes leurs spécialités, hein, les graphistes, les recherches iconographiques, les juristes, etc., véritablement réaliser un travail et conduit un travail d'équipe. Moi, je retiens que les éditions Belin nous ont apporté l'expertise attendue sur le plan juridique, sur le plan graphique, hein, sur le plan iconographique. Ça, c'était attendu, c'est ce que nous attendions d'eux. Alors, quelquefois, nous avons eu l'impression qu'ils nous apportaient un certain nombre de contraintes, hein, par rapport à leurs exigences vis-à-vis desquelles il fallait parfois négocier, hein, pour dire les choses très clairement. Le nombre de pages est défini par des contraintes d'imprimeur, la disposition, le nombre de lignes, le fait que quelquefois nous avions des expressions qui n'étaient pas toujours homogènes avec celles que nous utilisions dans les chapitres précédents. Et donc, ce qui nous est apparu d'abord comme une contrainte, finalement, nous nous sommes rendus compte que l'éditeur avait également ses propres compétences pédagogiques, hein, par rapport à ce qu'ils savent. Hein, c'est un métier, hein, et l'éditeur avait une idée très précise de ce qui plaît généralement aux enseignants, de ce qui leur est utile. Et je crois pouvoir dire qu'au-delà donc de l'expertise juridique, iconographique, graphique, leur expertise pédagogique nous a été utile. Et enfin, puisque l'occasion m'en est donnée, hein, au nom des auteurs, c'est l'occasion également de remercier la maison d'édition Belin pour le soin apporté, pour leur engagement, y compris sur le plan matériel, parce que je ne me permettrai pas de dire que notre manuel est le meilleur sur le marché. En revanche, je n'hésite pas à dire qu'il est sans doute le plus beau. Merci beaucoup, Christian. Alors là, on va justement, pour terminer, sur l'écran, les deux manuels, donc CM1, CM2, ainsi que le guide pédagogique qui l'accompagne. Donc, CM1, bien sûr, déjà disponible et téléchargeable sur le site Belin Éducation. Et donc, côté CM2, donc, un extrait qui est déjà donc, disponible et donc qui sera complété au fur et à mesure, bientôt disponible. On va donc pouvoir justement, en parlant de compléments, quand je parlais donc de ce guide pédagogique, j'ai vu passer une question juste avant, donc puis de Claire qui demandait si on avait prévu des documents projetables et au format PDF pour un éventuel envoi numérique et s'il y avait un CD avec le livre. Alors, je peux répondre, oui, tout à fait. Il y a des ressources numériques téléchargeables, y compris le manuel, qui seront sur le site de Belin. Pour le CM1, c'est déjà disponible. Pour le CM2, c'est en cours de confection. Voilà. Mais c'est tout à fait prévu, en effet. Merci beaucoup, Alessandra. Autre question, donc voilà, n'hésitez pas à passer par le petit outil Converser pour poser vos questions si jamais. Donc on sera ravis d'y répondre. C'est le moment idéal pour les poser justement.
On avait une question aussi pour des conseils pour travailler en double niveau. Bien sûr, c'est aussi souvent ce qui arrive. Bon, en plus, maintenant qu'on a les deux manuels, c'est peut-être l'idéal. Donc, voilà, si on a des CM2 et des CM1, et donc là, pour le cas particulier, c'est 20 élèves de CM2, 10 élèves de CM1 et une forte hétérogénéité. Donc, bon, bah, comme souvent dans certaines classes. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des conseils Premier élément de réponse, on va dire, se trouve bien entendu dans les parcours qu'on propose pour se préparer au bilan, mais qui plus en général peuvent être utilisés tout le long des leçons, donc sur 3 niveaux différents. Quand on a des chapitres, et c'est bien le cas souvent, un CM1, CM2 qui traitent du même sujet à des niveaux différents, finalement, l'enseignant va se retrouver avec 6 niveaux différents, si on prend le même chapitre en CM1 et en CM2 par rapport aux révisions. Donc, je pense que c'est un panel assez large pour pouvoir permettre une différenciation et un traitement de l'hétérogénéité assez intéressant. Voilà. Après, un deuxième élément de réponse se peut trouver également dans la diversité des activités proposées. Donc, à la fois, effectivement, les éléments sur la page d'introduction du chapitre pour arriver, effectivement, en passant par les exercices, les problèmes jusqu'aux pages Eureka. Donc, on a vraiment une différenciation d'activités qui devrait permettre à l'enseignant qui connaît bien le manuel de répondre à un certain nombre d'exigences aussi vis-à-vis, en trouvant le bon équilibre entre exigences et compétences des élèves. Voilà. Bertrand, si tu veux compléter. Oui. Alors, il se trouve que dans les difficultés que nous vivons actuellement, il faut voir du positif. Et le positif, c'est que je disposais pour mes collègues du réseau des versions PDF du CM2 et ils ont pu s'en servir pour les élèves qui étaient obligés de rester chez eux. Et ça a été très utile parce qu'on s'est aperçu qu'en autonomie, le manuel fonctionnait, je n'ai pas envie de dire très bien, j'ai envie de dire remarquablement bien. On a pu transférer certaines pages, bien sûr choisies, et les élèves ont bien fonctionné avec. Alors, on appartient encore, CM1, CM2, 6e, dans le cycle 3, même s'il y a des repères de parcours par année, mais le livre peut servir aussi bien pour, on va dire, les élèves de CM1 très performants ou pour préparer à la 6e. Toutes les notions y sont présentes. Alors, à chaque étape, comme Alessandra l'a dit, que ce soit dans la double page d'introduction, dans chaque leçon, dans le bilan et dans les pages Eureka, il y a la possibilité, bien sûr, comme il a été dit tout à l'heure, de faire du travail de groupe, où les élèves peuvent travailler selon leur niveau, leur capacité et le choix du maître pour constituer les groupes, mais ils peuvent aussi travailler en autonomie. Merci beaucoup Bertrand d'avoir complété la réponse d'Alessandra. Autre question, on a donc Raphaël qui rebondit sur la présentation et l'importance qu'on a mis en avance de la schématisation et qui demande donc quelle est la méthode pour aider enseignants et élèves à franchir ce passage délicat et quel lien avec la catégorisation de problèmes. Alors Bertrand peut-être ? Alors, j'aimerais bien qu'on précise un petit peu cette notion de schématisation. Il n'y a pas qu'un seul schéma de problème et je vais répondre sur quelques exemples. Nous avons pris le parti, par exemple, de systématiquement présenter pour la plupart des exercices de géométrie les schémas à faire sur des pages CIS, des manuels, des cahiers, pardon, des élèves, qui sont la quasi-norme. Nous avons aussi mis en ligne ces schémas de manière à ce que l'élève puisse, si l'enseignant l'a dupliqué, en disposer directement. Mais la schématisation du problème, c'est globalement le passage d'une forme littérale à des écritures mathématiques. Là-dessus, au niveau du CM2, on ne doit pas aller trop loin.
on ne peut pas avoir une exigence d'abstraction qui ne commencera véritablement qu'au cycle 4. Donc la schématisation se retrouve dans la partie problème sur les problèmes guidés qui sont toujours en 4 étapes. Premièrement, retrouver les questions. Deuxièmement, savoir de quoi on dispose pour résoudre. Troisièmement, mettre, alors soit en équation, soit en schéma, soit en résolution. Et quatrièmement, formuler correctement la réponse. Et cela se retrouve à chaque leçon. Merci. Quelque chose à rajouter, Alessandra ou Christian? Oui, peut-être par rapport à la catégorisation, effectivement, nous avons essayé de varier les typologies de problèmes selon différentes catégorisations auxquelles on peut penser. Mais c'est vrai qu'on a fait le choix qui est le seul possible, j'ai envie de dire, pour un manuel, d'adosser les problèmes aux notions et pas vraiment de les regrouper par catégorisation. Donc, on a essayé de varier, mais si après on veut traiter les problèmes de façon davantage systémique en utilisant une progressivité, une progression par catégorisation, c'est sûr qu'il faudra se tourner vers des ouvrages davantage spécifiques. Voilà. Ici, l'idée était vraiment de s'attacher à confectionner petit à petit avec les élèves et les enseignants une espèce de banque de schémas possibles. Donc, on a essayé de varier le plus possible pour aider l'élève tout en adossant le problème à la notion, de se créer un peu ce cahier de référence dont parlent les programmes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être une question un peu évidente lorsqu'il s'agit justement d'une collection CM1, CM2, c'est de savoir un peu comment est fait, est-ce qu'il y a un focus qui est fait sur la continuité vers la 6e et comment ces manuels préparent finalement au passage aussi à la 6e peut-être? Alors, je peux commencer. Après, je pense que c'est une question qu'on a beaucoup travaillé avec tous les auteurs, surtout quand on prépare déjà dès le CM1, mais encore plus avec le manuel de CM2, où la transition vers la 6e est un vrai enjeu. C'est évident, c'est un passage important de la vie. Parmi d'autres. Donc, l'idée, effectivement, c'est à la fois à travers les rubriques des évaluations qui permettent de dépasser les notions et les compétences attendues en CM2, de créer un peu le lien avec la 6e. Mais vous trouverez aussi dans les ressources téléchargeables une série de fiches d'activités typiquement à faire en fin d'année qui s'appelleront En route vers la 6e, qui abordent un certain nombre de notions qui sont des notions qui sont abordées ensuite en 6e, mais d'un point de vue de manipulation, d'activité de groupe, d'activité qui prend plusieurs heures pour introduire et arriver petit à petit vers des notions qui seront traitées plus rapidement en 6e. C'est le cas, par exemple, pour ne citer qu'un exemple parmi d'autres, de retrouver la formule du périmètre du cercle. Voilà. Peut-être Bertrand, tu veux compléter? Oui, en 6e, il n'y a que très très peu de concepts nouveaux qui sont abordés par rapport au programme du cycle 3. Par contre, il y a une accélération du rythme et, on va dire, une abstraction bien plus forte. Ce qui fait que le manuel de CM2 est conçu pour que l'élève qui réussit à passer son CM2 sur la base, on va dire, des bilans qui sont présentés, en 6e se retrouvera en terrain connu. Il ne sera jamais dérouté, simplement, il devra gagner en célérité. Et ça sera effectivement la difficulté de la 6e. Alors, le manuel présentant plusieurs parcours, on l'a dit, pour préparer les bilans, suivant les élèves, là, on ne sait pas a priori, ça dépend des classes, bien sûr, ça dépend de chacun, mais il est tout à fait possible, par exemple, de commencer directement par le parcours 3 pour les élèves les plus performants ou de varier, voire même de faire les parcours en groupe. Mais ce qui est important de remarquer, c'est que quand les élèves auront fait 1 ou 2 parcours et suivi le bilan, de fait, en 6e, ils n'auront pratiquement pas de notions nouvelles à aborder. Alessandra a cité le périmètre du cercle. On aura aussi un travail un peu supplémentaire sur les fractions.
Et puis, la mesure des angles avec le rapporteur, qui est vraiment spécifiquement abordée en 6e. Mais sinon, quand on regarde très attentivement les programmes, eh bien, il n'y a pas de choses vraiment nouvelles, ce qui est normal puisqu'on est dans le cycle 3, alors que le saut qualitatif, j'ai envie de dire, entre le CM1 et le CM2 apparaît bien justement dans toutes ces notions de problèmes et qui commencent à demander à l'élève un certain niveau d'abstraction qui après lui servira, mais alors pas seulement en 6e, mais surtout pour le cycle 4, où il abordera la démonstration. Nous avons mis quelques problèmes, évidemment adaptés à l'âge des élèves, mais qui leur permettent d'avoir des raisonnements mathématiques déjà abstraits. Alors, on ne va pas parler de démonstration, mais on pourrait appeler ça en piste vers la démonstration. D'accord, merci beaucoup Bertrand et Alessandra. Peut-être juste pour conclure, je vois qu'il nous reste juste quelques minutes, on pourrait juste répondre à cette question sur la suite peut-être prévue pour cette collection. Est-ce qu'il y a des autres niveaux qui sont prévus? Alors effectivement, l'idée de départ, c'est de proposer une collection complète depuis le cours préparatoire jusqu'au CM2. Le choix a été fait de commencer par le cycle 3, hein, mais alors nous avons un projet sur lequel nous avions déjà commencé à travailler pour le cours préparatoire. Bon, les circonstances liées à la situation sanitaire ont fait que pour l'instant, le projet est toujours au stade de la réflexion. Normalement, il aurait dû être concrétisé à la fin du mois de mars, mais nous avons bien l'intention, effectivement, hein, de proposer donc, chaque année, donc de rajouter en fait un niveau de classe pour que cette collection soit complète du CP au CM2. Ok, bah super. Bah, j'espère vous revoir alors l'année prochaine pour présenter un nouveau manuel. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois, Christian, Bertrand et Alessandra, d'être venus donc, ce matin pour nous présenter ce nouveau manuel. Merci à tous les participants d'avoir pris le temps sur leur matinée donc, de venir découvrir le manuel. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a la moindre question. Je remercie aussi bien sûr tous les auteurs, toute l'équipe éditoriale aussi qui a travaillé sur le manuel et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à vous. Merci à tous, bonne journée à tous et bon courage. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.